On continue avec un autre élan de révolte et de liberté, porté par Jean-Christophe Acquaviva, que je vous demande d'accueillir. Bonjour Jean-Christophe. C'est donc l'élan de révolte qui donne son souffle romanesque à Humus, roman écologique, satirique, très drôle de Gaspard Koenig. Gaspard Koenig qui est romancier et philosophe, et Jean-Christophe Acquaviva, comédien qui a un goût particulier de la comédie. Jean-Christophe, qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre Humus ? Alors, Humus raconte l'histoire de deux étudiants d'AgroParisTech qui se rencontrent et qui ont des objectifs communs. Et puis, pendant leurs études, et puis ils se séparent. Et puis ensuite, ils prennent leur chemin différemment. Et sur le même thème qui est l'écologie, leur vue de l'écologie diffère complètement. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce roman. Très intéressant. On écoute, Humus a reçu le prix Interallié. On écoute ce texte. Merci Jean-Christophe. Vers de terre. D'abord, ce n'est pas très gentil comme nom. C'est fait pour blesser. Il vaut mieux parler de lombric pour leur redonner un peu de dignité scientifique. Famille Lombricidae. Espèce Lombricus terrestris. Et ces lombrics représentent la première biomasse animale terrestre. Autrement dit, si on les met tous sur une balance, ils pèseront plus lourd et de loin que les Homo sapiens, les éléphants et les fourmis réunis. Pour donner un ordre de grandeur, il y en a entre 1 et 3 tonnes à l'hectare, en tout cas dans les sols où l'homme n'a pas posé ses sales pattes. Cette courte vidéo du professeur Marcel Combes, qui circulait sur YouTube, avait donné envie à Arthur de venir assister à la conférence. Mais en entrant dans l'immense amphi quasi vide et qui sentait le neuf, entre ces bois de murailles reconstituées qui voulaient donner un cachet nature et ne parvenaient qu'à souligner le squelette de verre et d'acier des bâtiments alentours, parmi ces étudiants dispersés dans les travées et qui n'échangeaient pas un regard, Arthur se sentit découragé. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé ses études d'agronomie. Arthur se demandait par quelle aberration on avait déménagé AgroParisTech dans le désert bétonné du plateau de Saclay. La promo précédente avait encore pu passer sa première année d'école au château de Grignon, au milieu de 300 hectares de champs et de forêts. Des générations d'étudiants avaient appris là-bas à traire les brebis et à baiser dans les taillis. Au lieu de quoi, Arthur devait badger 20 fois par jour sur les portiques et se repérer dans un dédale de couloirs anonymes où seuls changeaient les numéros sur les portes. Depuis 6 mois qu'il avait intégré l'école, il n'avait jamais vu aussi peu la nature. Dehors, ne gazouillaient que les bulldozers éventrant le sol. Les chambres étudiantes ressemblaient aux salles de cours qui elles-mêmes ressemblaient à des vestiaires de gym. Il est certain que l'on gagnait du temps sur ce campus où tout était à disposition. Mais du temps, pour quoi faire? Pour mater du porno? Pour travailler encore et encore sur les meilleures formules chimiques? Qui avait envie de boire un verre dans un café nettoyé 2 fois par jour, ou de chanter dans un bureau des élèves posé au milieu du terre-plein central comme un bocal à poisson? Dès le premier jour, Arthur s'était considéré en exil. Autrefois une des terres les plus fertiles de France, le plateau de Saclay avait été transformé en désert fonctionnel. Une interminable zone commerciale où les enseignes auraient été remplacées par Polytechnique, Télécom ou École normale supérieure. On prétendait y rassembler les meilleurs cerveaux de France, étudiants comme chercheurs. Mais que devient un cerveau prisonnier d'un espace implacablement géométrique, aveuglé par les néons blafards des couloirs, immergé dans une forêt de grues? Une supermachine atrophiée, prête à se reproduire avec d'autres supermachines,
pour concevoir un monde de supermachines? Était-ce la mission que l'on fixait désormais aux futurs ingénieurs agronomes d'AgroParisTech? Apprendre les bons éléments de langage sur l'agriculture régénérative pour transformer en toute bonne conscience les fermes françaises en usines à viande couvertes de panneaux solaires? Le plus pervers dans cet aménagement considérait à introduire quelques touches champêtres, comme un regret. Après avoir monté un interminable escalier depuis l'arrêt du RERB, l'étudiant haletant avait la surprise de pénétrer dans un petit bois, puis dans un champ de roseaux avant de retrouver les allées pavées et le gazon tondu à ras. Sur le campus lui-même, une noue soigneusement délimitée préservait quelques mètres carrés de nature sauvage. Autour de la minuscule plage de gravier s'étaient réfugiés des touffes d'herbes hirsutes, des joncs lançant leurs fleurs havanes en bouquet et quelques renoncules flottant sur l'eau comme des marguerites géantes. Mare au diable pour promeneurs de l'Anthropocène. De toute façon, Arthur s'était juré que cet exil serait provisoire. Une fois obtenu le diplôme que la société exigeait de lui, il serait quitte. Quand on lui demandait dans quel secteur d'activité il envisageait de se lancer à sa sortie d'école, il répondait « Cultiver mon jardin ». C'était flou, mais sincère. Arthur se trouvait toujours à l'entrée de l'amphi, hésitant. Il aurait sans doute tourné les talons s'il n'avait aperçu ce garçon aux cheveux blonds bien peignés et aux pommettes marquées. Tout en lui respirait la bonne santé et la paix d'esprit. Son t-shirt gris qui laissait deviner un corps fin et musclé, son ordinateur sagement fermé sur la table devant lui, son air impassible, attendant les événements sans se dandiner sur son siège ni tripoter son téléphone. Arthur le trouva singulier, très différent de la foule de leurs semblables qui s'agitaient sur eux-mêmes. Il s'avança jusqu'à lui et déplia le siège d'à côté. Le garçon blond déplaça son ordinateur pour faire de la place et tendit sans façon la main à Arthur, comme s'ils se croisaient sur un stand de foire agricole. Une telle spontanéité n'était pas habituelle, même parmi les étudiants. Surtout parmi les étudiants. « Salut, Kevin. » Kevin, sans accent sur le E. « C'est drôle, se dit Arthur. Il n'a pas une tête de Kevin. Encore moins de Kevin sans accent sur le E. » Il se reprocha immédiatement cette pensée stupide et se présenta à son tour. Kevin lui sourit sans rien dire. Ils ouvrirent tous les deux leur ordinateur. La conférence allait commencer. Titre : Avancées et défis de la géodrillologie. Géodrillologie, la science des vers de terre. Autant dire que pour cet exposé qui ne figurait dans aucune partie du cursus obligatoire, il n'y avait pas foule. « Je n'aurais peut-être pas dû venir », murmura Arthur pris d'un dernier remords. « J'ai un TD à rendre pour demain. » « Il ne faut pas dire ça, » intervint Kevin. « C'est très cool les vers de terre. » « Pourquoi ? Parce qu'on peut les couper en petits morceaux ? » ?»« Non, on les tue en faisant ce genre de bêtises. » »« Alors pourquoi c'est cool ? » ?»« Déjà, ils sont hermaphrodites. Pas très fréquent chez les animaux. C'est ce qui me fascinait quand j'étais gosse, mâle et femelle à la fois. À ce compte-là, les escargots aussi, dit Arthur en se levant. Trop tard. Marcel Combes, spécialiste mondialement reconnu, comme prétendait l'affiche qui annonçait la conf, fit son apparition. Arthur reprit sa place. Après tout, pourquoi pas ? Il était déjà intrigué par le conférencier. Il aurait imaginé un laborantin au teint cireux. C'était un vieux lion de plus de 80 ans, crinière bouclée, regard clair, gueule de boxeur, larges épaules. Il était vêtu avec soin. Son costume sombre lui donnait une air et une apparence d'importance.
Sa cravate à pois était retenue par une pince en argent. Les vers de terre avaient leur Jean Gabin. Le professeur Combes savoura son effet. Il parcourut d'un regard blasé l'assistance clairsemée, puis contempla le dispositif électronique dernier cri incrusté dans le bureau en bois massif de l'estrade. « Mazette, vous êtes gâté !» commenta-t-il d'une voix éraillée. Murmure dans la salle. Les étudiants des grandes écoles adorent secrètement qu'on leur rappelle leurs privilèges. Ils ont dû en tuer des vers de terre pour construire ce campus. Silence. Arthur pensa à la scène de 7 ans au Tibet où les moines bouddhistes de Lhasa sauvent à la main les vers de terre avant de couler les fondations d'un bâtiment. Les architectes occidentaux ne prenaient pas ces précautions. Arthur guetta la réaction de Kevin qui restait droit sur sa chaise, les doigts prêts à frapper le clavier à la première information digne d'être notée. « Je me présente. On va aller vite sur les diplômes. Je n'ai pas été plus loin que le certificat d'études. J'ai commencé comme jardinier. Je me suis fait sur le tas. Et puis j'ai été directeur de recherche à l'INRA, qui, si j'ai bien compris, va déménager ici, à côté de chez vous. Ils auront de très jolis labos et pourront passer encore moins de temps sur le terrain, dans les champs. Comme ça, ils diront encore plus de conneries. » Léger hoquet. L'INRA, Institut national de la recherche agronomique. Ce n'est tout de même pas rien. Arthur se demanda s'il avait affaire à un génie des sciences ou à un complotiste taré. Kevin attendait toujours face à son écran, la barre du curseur clignotant sur le document vierge. Ce sont les lombrics, vous le savez, qui assurent l'essentiel de la vie du sol. Grâce à leur incessante digestion, qui leur permet d'ingérer chaque jour l'équivalent de leur propre poids, ils décomposent les matières organiques en éléments biogènes qui pourront ensuite alimenter les plantes. On estime que les lombrics avalent et rejettent chaque année 300 tonnes à l'hectare. Oui, vous avez bien entendu, 300 tonnes. En fait, la terre sur laquelle vous marchez, la terre qui nous donne à manger, c'est en bonne partie du lombrimix, c'est-à-dire du caca de vers de terre. Voilà pourquoi le grand Charles Darwin estimait que notre lombric est l'animal le plus important de l'évolution naturelle. Sans lui, tout s'écroule. « Ah oui, Darwin », murmura Arthur. De vieux souvenirs d'une biographie de Darwin lui revinrent. « C'est son dernier livre », expliqua-t-il d'autorité à son voisin. Il a passé des années à étudier les vers de terre dans son jardin. Kevin hocha la tête. 270 tonnes par hectare et par an, s'exclama le professeur. Arthur avait perdu le fil du cours. Il nota le nombre mécaniquement. Darwin s'était contenté de calculer le poids des excréments déposés à la surface. Je suis le seul à avoir calculé le poids total du lombrimix, y compris sous terre. Le seul depuis Darwin. Arthur et Kevin échangèrent un regard amusé. Donc, j'espère que vous serez désormais plus polis avec les lombrics. Marcel Combes avait planté le décor avec ses chiffres, ses références et ses formules 1000 fois assénées. Probablement suffisant pour ébaudir des salles de béotiens. Mais son auditoire restait sceptique. Les études d'agro consistent en bonne partie à écouter des spécialistes expliquer l'importance vitale de leur domaine et l'injustice qui le frappe, avant de plaider pour davantage de financement. Marcel Combes sortit alors sa carte maîtresse, la reproduction du ver de terre. Les mœurs des lombrics sont tout à fait fascinantes. Contrairement à leurs ancêtres marins, les lombrics terrestres sont hermaphrodites. Chaque individu est doté d'un sexe mâle, parfois sous la forme d'un minuscule pénis, et d'un sexe femelle. Kevin eut un sourire entendu à l'intention d'Arthur.
La copulation se fait tête bêche. La chose peut durer plusieurs heures, ce qui met en perspective nos performances à nous autres êtres humains. À peine 2 ou 3 gloussements étouffés. Les blagues de Marcel Combes n'étaient à l'évidence pas adaptées aux étudiants d'AgroParisTech. Arthur n'avait qu'une obsession, celle de ne pas finir comme ça, en vieux scientifique paillard. Les 2 partenaires vont échanger leur sperme sans le mélanger. Ensuite, côté femelle, chacun va fabriquer des ovules, puis empaqueter le tout dans un cocon qu'il déposera sur le sol. Il ne reste plus à la fécondation qu'à advenir toute seule, si je puis dire. En tout cas, à l'extérieur du corps parental. Ensuite, l'embryon deviendra larve, et le vermisseau percera son cocon, comme des milliards de vermisseaux, depuis plus de 200 millions d'années, accomplissant sa mission d'entretien de notre Terre, pour laquelle nous lui sommes si peu reconnaissants. La chute était assez jolie, mais il fallut que Marcel Combes gâche tout. Au fond, la reproduction du ver de terre, c'est du sexe homo, suivi par une PMA entre filles. L'amphi se réveilla enfin. « Mais c'est qui ce vieux con ?» s'exclama Arthur auprès de son voisin qui rigolait franchement. Plusieurs étudiants se levèrent scandalisés. Ils firent comprendre en termes crus à Marcel Combes qu'on ne plaisantait pas avec ces sujets-là, et surtout pas de cette manière. « Mais n'y voyez aucun jugement de ma part ?» se défendit-il maladroitement. Il était davantage habitué à un public d'agriculteurs âgés qui se régalait de ses sorties politiquement incorrectes, comme il le disait lui-même avec fierté. Personne n'aurait pensé qu'une conférence sur les vers de terre puisse susciter une telle effervescence. Comme les étudiants d'AgroParisTech sont bien élevés, la plupart se contentèrent d'envoyer des tweets furieux. #lombrifacho. Certains sortirent de la salle en menaçant Marcel Combes des pires rétorsions. Arthur hésita à les suivre. Mais d'un coup d'œil à son voisin, qui attendait posément la suite, l'air ravi, l'en dissuada. « Ça ne te choque pas ?» demanda-t-il à Kevin. « Non, c'est plutôt drôle. » Le professeur passa une main hésitante dans sa crinière blanche. Avec leurs taches et leurs plis, les mains trahissent ceux qui ne font pas leur âge. Elles prennent les rides qu'on économise ailleurs. Le spectacle de Jean Gabin, ainsi défait, sorti de scène, n'était une victoire pour personne. Marcel Combes soupira. « Je vais à présent avec vous partager les résultats de 50 ans de recherche. » reprit-il en s'accrochant à ce qui, dans ce monde qu'il ne comprenait plus, pouvait encore lui valoir d'occuper une place. 50 ans dans les champs et les laboratoires, à tripoter, observer, mesurer, disséquer des vers de terre. 50 ans à publier des articles de recherche lus par une poignée d'obscurs géodrillologues. 50 ans à essuyer des quolibets ou des regards gênés à chaque fois qu'on lui demandait son métier. Son exposé décliné, avec une rigueur froide, chiffres et graphiques à l'appui, enchanta Arthur. Il découvrit tout un univers souterrain. Les espaces infinis qui fascinent les philosophes ne se trouvent pas au-dessus de nos têtes, mais sous nos pieds. Les vers de terre transforment le sol en un dédale de chemins, de croisements, de puits et de cachettes. Chaque mètre carré de sol dissimule 5 mètres de galerie, un réseau encore plus dense que celui des pyramides. Ce sont elles qui permettent de remonter depuis les entrailles de la terre les éléments nutritifs nécessaires à la vie et inversement qui drainent l'eau de pluie pour la garder en réserve. Sans cette architecture complexe, les sols se tassent, l'eau ruisselle en surface et les plantes restent affamées. Les vers de terre sont des pharaons aveugles. Ils prennent le temps de vivre, souverains d'eux-mêmes, et maîtres de leur horloge biologique. Fuyant la lumière, ils sillonnent lentement leur royaume,
se rétractant et s'allongeant comme des accordéons. Ils ne risquent pas de s'étouffer. Ils respirent par la peau. Pour ne manquer de rien, ils entreposent leur propre déjection et les réingèrent après fermentation. L'hiver, ils hibernent, roulés en boule dans une léthargie profonde. L'été, ils fuient la chaleur et se regroupent dans les chambres au frais, descendant plus profond à mesure que la température du sol augmente. Ils discutaillent en laissant passer la sécheresse. À leur mort, au bout de 2 ou 3 ans, lorsqu'ils comparaissent devant Osiris qui pèse les cœurs, ils sont les champions. Ils en possèdent 5. Naturellement, il y a vers de terre et vers de terre. On en recense plus de 5000 espèces réparties sur tous les continents. Le professeur Combe les avait étudiées en détail. Il avait minutieusement reconstitué leurs dessins bio-paléogéographiques en fonction de la tectonique des plaques. Il était allé les palper aux 4 coins du monde. Il avait inventé d'innombrables expérimentations. Kevin tapait sans discontinuer sur son clavier. Ce qui séduisait le plus Arthur, c'était l'humilité scientifique qui perçait sous les rodomontades du vieux tribun. Marcel Combe ne cessait de rappeler le caractère balbutiant de la géodrillologie et plus largement de l'étude des sols. Il est certain que la pratique intensive de la géodrillologie, discipline ignorée du grand public et maîtrisée des autres chercheurs, doit inviter à la modestie. Personne ne peut décrire aujourd'hui le fonctionnement d'une motte de terre, expliqua le professeur. Le microscope révèle une diversité invraisemblable. Pas 1/1000 de millimètre qui ressemble à un autre. On trouve des bactéries, des levures, des molécules organiques mortes, des particules minérales, bref, des millions d'éléments disparates dont la plupart nous sont encore totalement inconnus. Et pourtant, la motte fonctionne. Elle respire de l'oxygène et exhale du gaz carbonique. Comment ? Par quel miracle biophysico-chimique ? Nul ne peut le dire. À une époque où le moindre geek prétend réinventer le monde, Arthur trouvait réconfortant de découvrir en Marcel Combe un vrai savant, un esprit curieux qui sait ce qu'il ne sait pas. Après plus d'1h30 de conférence assez technique, l'incident était oublié, mais l'attention des résultats d'AgroParisTech avait sensiblement chuté. En jetant un regard à la ronde, Arthur constata que la plupart des ordinateurs étaient ouverts sur une page Facebook ou Insta. Lui-même avait commencé à traiter ses mails. L'amphi fut ranimé par la longue péroraison de Marcel Combe, qui décrivit avec une emphase de vieil acteur le désastre écologique en cours. Labour profond et épandage de pesticides ont décimé la population lombricienne dans la plupart des cultures, la réduisant à quelques dizaines de kilos par hectare. Le sol devient alors hors sol, un support compact et dévitalisé, une étagère géante où l'on déverse des engrais pour récupérer des produits commerciaux sous forme de plantes sans goût. D'où les glissements de terrain, l'épuisement des nappes phréatiques et bien sûr l'appauvrissement vertigineux des écosystèmes. La technoscience, comme disait Marcel Combe, avait tourné le dos à la science. Le productivisme agro-industriel avait ruiné la fertilité naturelle et l'humanité était parvenue à détruire en quelques décennies le subtil équilibre obtenu par des millions d'années d'évolution biologique. Sans vers de terre, résuma Marcel Combe, plus de terre. Ce n'est pas un hasard si l'astrophysicien Hubert Reeves explique que la disparition du ver de terre est au moins aussi préoccupante que la fonte des glaciers. Arthur se sentit accablé. Voilà qui n'arrangeait pas ses crises d'éco-anxiété. Pourtant, à en croire Marcel Combe, qui n'aimait pas désespérer son auditoire, le ver de terre pourrait devenir notre meilleur allié. Il est d'abord possible de le réintroduire dans les sols par inoculation,
Une méthode découverte il y a un siècle par un certain Mr. Ashmore, fermier de Nouvelle-Zélande. Mieux encore, on peut le mettre au travail pour traiter les déchets de l'humanité. Le professeur Combes se lança dans une éloge du vermicompostage qui consiste à nourrir une colonie de lombrics avec nos rebuts de matière organique, du carton aux épluchures de patates. Quelques mois plus tard, les voilà transformés en vermicompost fin et inodore. Une poudre noire prête à l'emploi pour engraisser les plantes en pot comme les cultures en champ. Pour les particuliers, il existe aujourd'hui des petits meubles très élégants que l'on peut mettre dans sa cuisine, précisa Marcel Combes. On empile des tiroirs les uns par-dessus les autres, en mettant les déchets en haut et en extrayant tout en bas du compost sous forme solide et liquide. Imagine ce truc dans nos turnes, glissa Arthur. À tous les coups, un teubé finira par shooter dedans, compléta Kevin. Va expliquer ça au gérant. Des milliers de petits vers roses qui se baladent partout. Arthur partit d'un rire forcé, s'attirant un froncement de sourcils réprobateur de Marcel Combes. Vous rirez moins, continua le professeur, en découvrant les potentialités industrielles du vermicompostage, que je rebaptiserai alors une lombrie polytechnique. C'était le moment du rêve. Le rêve de Marcel Combes et de ses lombrics, sauvant l'humanité pécheresse. On pourrait construire de véritables usines où des milliards de vers s'activeraient dans les bacs géants pour notre bien à tous. Lombricompostage, lombrifiltration, lombriterie, tout est possible avec ces animaux-là. Les expériences, je les ai faites. Elles sont concluantes. Il suffirait d'investir 1/1000, 1/10000000 des sommes qui sont aujourd'hui consacrées à créer des idioties numériques pour fertiliser les sols, recycler les ordures des villes, épurer les eaux usées, traiter les effluents d'élevage et éliminer le lisier. En un mot, pour résoudre l'essentiel de nos problèmes, une seule chose me désole. Ne pas voir ça de mon vivant. Je nourrirai les vers avant que les vers ne vous nourrissent. Arthur entendit quelques ricanements. Marcel Combes s'était redressé et portait son regard au loin, au-dessus des étudiants, occupés à se gratter le nez ou à liker un post. Il était tout seul sur son estrade. Il savait que personne n'y croyait. Trop simple pour être vrai. Qu'est-ce que l'homme ? S'exclama Marcel Combes que plus rien ne pouvait arrêter. Étymologiquement, rien d'autre que de l'humus. Voilà pourquoi c'est l'humus qui sauvera l'homme. Une salve d'applaudissements ennuyés salua cette dernière phrase. Arthur claqua énergiquement dans ses mains. Kevin aussi. Leur gentil tapage consola peut-être un peu le patriarche des vers de terre. « Je ne prends pas de questions », dit hautainement Marcel Combes en rassemblant ses feuillets. Merci. Merci Jean-Christophe Acquaviva. Merci. Vous pouvez retrouver Humus aux éditions de l'Observatoire, écrit par Gaspard Koenig, lu par Jean-Christophe Acquaviva aux éditions Lizzie. Merci Jean-Christophe. Au revoir. Même pas besoin de micro, Jean-Christophe. Une voix.